Merci à vous toutes et tous d'être venus ce soir. Alors, je précise que je ne suis pas donc un spécialiste de toute l'histoire de l'hygiène publique à Paris, mais que j'ai rencontré la question de l'assainissement de la capitale, depuis la question de la pureté de l'eau que l'on donnait à boire aux Parisiens du XIXe siècle jusqu'à celle du traitement de leurs déchets. À l'occasion donc d'un travail de thèse, il y a déjà soutenu il y a maintenant plus de 7 ans, donc il y a plusieurs années, qui portait sur la question de la circulation des savoirs techniques en matière d'hygiène publique et d'amélioration de l'environnement urbain. Et l'un des éléments qui m'intéressait, c'était de savoir si Paris avait été le lieu moteur de l'innovation en France dans ce domaine, ou si l'innovation avait eu lieu dans d'autres villes et pourquoi. Autrement dit, est-ce qu'il y avait aussi une innovation de la plus grande ville vers le reste du réseau urbain français, ou au contraire, est-ce que Paris constituait plus une exception qu'un modèle par la taille de l'agglomération, le nombre de ses habitants ou d'autres facteurs. Donc on essaiera d'avoir des éléments de réponse à cette question vers la fin de mon intervention. Alors, l'actualité de ces dernières semaines m'a poussé à introduire la conférence en naviguant du 19e siècle à nos jours, en évoquant cette question de l'environnement, un terme qui apparaît dans les années 60-70 du siècle dernier et qui succède à des termes comme salubrité du milieu, hygiène urbaine, qui étaient évoqués par donc les acteurs qui m'intéressent. Alors c'est vrai que Paris occupe une place privilégiée en France en ce qui concerne ces problèmes d'environnement. En particulier, depuis mars 2014, les pics de pollution en particules y font l'objet d'une attention médiatique renouvelée, concentrée sur les épisodes de forte pollution ou les mesures prises ou envisagées par la municipalité. Et ceci nous amène facilement à distinguer 4 grandes catégories d'acteurs qui parlent de ces problèmes d'environnement. Les scientifiques, ceux qui sont censés mesurer ou donner des clés pour essayer d'améliorer la qualité de l'air, les médias qui retranscrivent de façon objective, de façon alarmiste les problèmes, les responsables politiques et les citoyens qui sont également des acteurs qui prennent leur voiture, qui prennent la parole également parfois sur ces problèmes. Eh bien, ces 4 catégories d'acteurs, on les retrouve aussi dès le XIXe siècle, au fur et à mesure que la ville s'urbanise en noyautant la campagne et en devenant une vraie ville industrielle. Alors mes travaux actuels portent sur cette histoire de la pollution atmosphérique plutôt dans la deuxième moitié du XXe siècle. J'ai changé un peu de thématique et j'ai prolongé l'enquête sur l'après-première, voire l'après-deuxième guerre mondiale, donc à une époque où l'on réclamait déjà un air plus pur. Donc la question, je l'ai évoquée, Paris a-t-elle été un modèle à la fois au niveau français, mais aussi, pourquoi pas, au niveau européen, parce que c'est quand même début 19e siècle l'une des plus grandes villes du monde avec la capitale britannique. Quel rôle les problèmes environnementaux qui s'y posaient ont pu jouer dans la constitution d'un savoir sur l'assainissement urbain. L'un des grands moments de l'enquête, c'est la période du Second Empire, que l'on connaît bien pour l'haussmanisation et les transformations du bâti donc à Paris, puis dans d'autres villes françaises, comme Lyon, où je réside. Mais cette époque est aussi celle d'une profonde transformation du sous-sol des villes, avec le percement de gigantesques réseaux d'eau, d'égouts, qui ont finalement apporté l'eau à domicile, une grande révolution pour l'époque qui est d'une grande banalité, bien sûr, aujourd'hui, mais sur laquelle je reviendrai. Et en mettant en perspective donc ce problème de
du rôle ou de la place de Paris dans l'innovation, je comparerai aussi le cas français à celui d'autres pays, donc en Grande-Bretagne, en Allemagne, mais aussi en Suisse, en Italie. Il n'y a pas, comme en France au XIXe siècle, une grande ville qui écrase de son poids démographique et politique ou économique toutes les autres villes. Hein. Il y a un polycentrisme, c'est-à-dire que plusieurs villes sont plus ou moins égales sur le plan démographique et économique. En Grande-Bretagne, il y a Manchester, Birmingham, Glasgow, Liverpool, toutes des villes qui atteignent ou dépassent le million d'habitants. Et ce n'est pas du tout le cas en France, où Lyon et Marseille atteignent à peine 500 000 habitants durant le début du XXe siècle. Donc Paris est connecté aux grandes villes du monde entier. En témoignent ici 2 documents issus des archives de Paris. Les demandes de renseignements sur n'importe quel sujet qui touchait à la modernisation du cadre urbain, que ce soit le nettoiement de la voie publique. À gauche, c'est une lettre qui vient de Milan sur le balayage des voies publiques au début du XXe siècle. Et à droite, c'est une lettre qui vient de Sacramento, ville californienne, qui s'interroge sur la question des parcs et jardins et qui consulte Paris pour savoir quels sont les systèmes d'espaces verts mis en place à Paris. Alors, ces thématiques ont suscité de très nombreux travaux émanant de disciplines variées, l'histoire à laquelle j'appartiens, la géographie, l'histoire de l'architecture, l'histoire des sciences. Il serait très long de tous les citer. J'en évoque certains parmi les plus récents, l'ouvrage de certains collègues comme Fabienne Chevalier, qui est plutôt du côté de l'histoire de l'art et de l'architecture, qui travaille donc sur les politiques d'hygiène dans le Paris haussmannien et post-haussmannien de la Troisième République, notamment en étudiant la question de l'amélioration de la qualité de l'habitation, mais pas seulement. Thomas Leroux, lui, travaille plus sur la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, et sur la façon dont l'administration parisienne a géré la modernité industrielle qui s'impose à Paris dans cette époque, hein, Paris étant une vraie ville industrielle, y compris dans son cœur historique. Enfin, Sabine Barle a étudié, dans son livre « L'invention des déchets urbains », la façon dont toutes les matières organiques produites par la vie en ville, que ce soit les eaux d'égout ou les ordures ménagères, d'objets ressources, d'objets utilisés, ayant une valeur économique au XIXe siècle, sont devenus progressivement des déchets encombrants qu'il a fallu évacuer, traiter, brûler, faire disparaître. Alors, ayant lu les travaux de ses collègues, ayant moi-même arpenté les salles de lecture des archives de Paris ou de bibliothèques de recherche de la ville de Paris, voire d'autres lieux comme la bibliothèque de l'université, de la faculté de médecine dans le quartier latin. Alors je ferai un résumé forcément sélectif des grands problèmes que ce que j'ai appelé la bataille de l'hygiène, les conquêtes de l'hygiène, a posé durant une longue seconde moitié du XIXe siècle. Voilà, je peux faire circuler donc l'ouvrage que j'avais publié il y a 2-3 ans, dont le chapitre 4 reprend un peu les thématiques de ma conférence sur la question de la diffusion des innovations et de la place de Paris dans cette hygiène publique. Donc je commencerai par brosser le cadre des défis qui se posaient au pouvoir public, mais également à leurs conseillers, puisque ce qu'on appelle les hygiénistes, vous verrez, c'est un regroupement très divers de personnes. Il n'y a pas que des médecins, il y a des ingénieurs, des architectes, des hommes d'administration. Donc quels sont les défis qui se sont posés dans la phase de croissance de Paris au cours du premier XIXe siècle, puis quels sont les grands principes d'amélioration de l'hygiène publique qui sont mis en place sous le Second Empire et poursuivis par la Troisième République. Et puis j'essaierai de consacrer une troisième partie suffisamment longue, appuyée sur mes travaux d'archives,
pour vous montrer finalement que Paris tient une place ambiguë, à la fois capitale du génie sanitaire par l'importance des entreprises, la formation d'excellence des universités, des écoles d'ingénieurs, et fait qu'elle est consultée dans le monde entier, mais en même temps que ces choix, ces solutions sont parfois des exceptions, ne sont pas toujours suivis dans le reste du territoire national. Alors, commençons donc par revenir en arrière, fin 18e, début 19e siècle. Quels sont les défis qui se posent au pouvoir public? Tout d'abord, un cadre théorique et politique est posé. On parle de police médicale ou de police sanitaire, qui devient un des motifs d'action des princes dans les royautés, les monarchies européennes. Il faut à la fois savoir nourrir son peuple, mais également donc, assurer une police sanitaire. C'est un concept qui est emprunté à un médecin d'origine allemande, Johann Peter Frank, mais qui va conseiller des souverains depuis la Russie jusqu'à l'Italie et l'Autriche. Et en France, même s'il est assez peu connu à l'époque, la question de la police sanitaire va plutôt être traduite en termes d'hygiène publique, une expression que l'on retrouve dans différents traités, comme celui d'un médecin qui exerce à Marseille, Faudéré, en 1798. Et cette hygiène publique promeut toutes les formes d'expertise médicale au service des populations et des pouvoirs publics. Les médecins, les chimistes, les architectes se posent en tant qu'experts pour recommander finalement la meilleure ville possible au pouvoir public afin d'améliorer la qualité de la population, parce que la richesse d'une nation, c'est bien connu à l'époque, c'est aussi ça se mesure par le nombre de ses habitants. Et ces conseillers sont à l'œuvre, en particulier à Paris, pour donner leur avis sur les établissements industriels qui se créent pour fabriquer de l'acide sulfurique, de l'acide chlorhydrique, développer toute une gamme d'activités industrielles et artisanales qui génèrent des nuisances et qui sont officiellement catégorisées dans les années 1800-1810 comme dangereux, incommodes ou insalubres. Donc des collègues comme Thomas Leroux ou Geneviève Massard-Guilbault ont bien mis en évidence que ces hygiénistes parisiens sont majoritairement en faveur du progrès industriel à l'époque et favorisent finalement une sorte d'acculturation, d'acclimatation de l'industrie, même si les riverains, eux, protestent contre les mauvaises odeurs, les vapeurs, les fumées, le bruit, les dangers d'explosion ou d'incendie que toutes ces fabrications posent. Un exemple, les vapeurs acides, chlorées, donc issues de cette révolution de la chimie, sont considérées comme des substances curatives, assainissantes. Vous respirez un air saturé d'acide sulfurique, c'est bien parce que les hygiénistes définissent ceci comme une substance qui chasse les miasmes. Voilà, le miasme, c'est l'ennemi, c'est l'odeur putride, l'odeur issue de la décomposition de la matière organique. Et cette odeur putride, elle est associée à des industries que l'on trouve dans toutes les villes, toutes les petites villes, qui utilisent par exemple les peaux, les cuirs, pour fabriquer des chaussures, fabriquer des vêtements. Et toutes ces tanneries, corroiries, les fonderies de suif pour faire des chandelles, pour s'éclairer, tous ces ateliers commencent à devenir persona non grata dans les enceintes des villes, tandis que les nouveaux ateliers de la chimie sont, eux, considérés comme donc, plutôt assainissants. Alors, ce point de vue des hygiénistes parisiens, qui sont d'ailleurs, les collègues l'ont montré, souvent jugés partis, parce qu'ils avaient aussi des actions ou des intérêts économiques dans les fameuses
usines chimiques, ce point de vue n'est pas forcément partagé partout. Le médecin marseillais que j'évoquais, Faudéré, lui, s'insurgeait contre cette attitude dans son traité de médecine et d'hygiène publique. On se trouve donc dans cette époque d'industrialisation libérale des années 1810, 20, 30, dans un cadre de controverse entre les scientifiques, ceux qui défendent plutôt une version traditionnelle, héritée du XVIIIe siècle, disant qu'il faut que les villes soient aérées, que l'on y circule bien, que les miasmes donc, seront plutôt chassés par un urbanisme qui travaille sur des grandes avenues, et puis les défenseurs finalement, non pas d'un laisser-faire, mais d'une tolérance à l'égard de l'industrie, qui sont animés d'une grande confiance dans la capacité du progrès technique à résoudre les petits inconvénients de la modernité. Dans cette époque, des pratiques d'expertise de l'espace urbain héritées de la fin du XVIIIe siècle sont toujours à l'œuvre, ce qu'on appelle les topographies médicales. Donc, dans de très nombreuses villes, des médecins font des sortes de descriptions le plus exhaustives possible des lieux, des maladies qui y règnent, des types d'habitats, et essayent de mettre en relation ce qu'on appellerait aujourd'hui l'environnement et l'état de santé des habitants. Alors j'ai choisi de vous faire un extrait lié au quartier où nous sommes ce soir, un extrait donc de la topographie médicale de Paris, de Claude Lachaise, qui nous montre que l'île Saint-Louis est plutôt un endroit salubre dans le paradigme donc, de l'époque, cette théorie des miasmes, parce que finalement les vents chassent les mauvaises odeurs, l'île est bien construite, et entourée proche de la Seine. Ces descriptions sont bien différentes de celles qui suivent ou qui précèdent de l'île de la Cité, qui, elle, au contraire, est fort mal bâtie pour une certaine partie, en tout cas, de l'île de la Cité. Donc on y voit ici le contraste entre les rues d'un urbanisme bien quadrillé dans l'île Saint-Louis et puis les petites rues étroites et tortueuses de l'île de la Cité, dans ce Paris qui n'a pas encore été transformé par les démolitions du Second Empire. Enfin, ces hygiénistes s'affirment en tant qu'école qui rayonne dans le monde entier, notamment du côté de l'Europe, en créant une revue, les Annales d'hygiène, en 1829. Donc c'est sans doute la première revue spécialement consacrée à l'hygiène dans le monde à l'époque. Alors, le contexte aussi est un contexte qui est marqué par des événements, des crises, ce qu'on appellerait aujourd'hui des crises, et on sait bien que souvent c'est à partir d'une catastrophe que l'on essaye de tirer des mesures pour que ça ne revienne plus. La crise sanitaire de l'époque, c'est le choléra. Le choléra était sans doute à l'état endémique dans le bassin du Gange, et de l'Inde, il va gagner l'Europe à travers les échanges, les circulations de troupes, notamment britanniques et russes, et il se propage à partir de 1830-1831 en Europe. D'abord dans l'Europe proche de Moscou, puis de la Pologne, ça touche la Finlande. Fin 1831, le choléra est à Hambourg. Les Britanniques et les Français sont déjà conscients de la menace de cette maladie qui est transmise par l'eau contaminée essentiellement, mais dont les modes de propagation sont complètement inconnus à l'époque. C'est un fléau qui peut faire de très nombreuses victimes, mais que l'on ne
sait pas expliquer ni bien combattre. Donc ça entraîne une peur assez forte. Londres est touché en février 1832, Paris en avril 1832, et les médecins sont très divisés donc, sur la façon de lutter contre cette épidémie qu'ils ne comprennent pas. Pour certains, le choléra serait une infection liée à des conditions de salubrité mauvaises, et donc il faut assainir une ville, faire des travaux, détruire les maisons les plus insalubres, chasser les foyers de putréfaction des matières. Mais ça, c'est un paradigme qui n'explique pas pourquoi certaines villes sont touchées et certaines villes ne sont pas touchées. Sauf que ça permet de laisser les flux économiques et humains circuler. Et l'autre vision, c'est la vision qu'on appellerait contagionniste et qui, elle, sans savoir que l'eau polluée est la responsable du choléra, comprend que des contacts humains, que la circulation des gens peut être dangereuse. Et à ce moment-là, on fait ce qu'on a pu refaire plus tard, hein, c'est-à-dire des cordons sanitaires. Ce n'est pas encore des fouilles, des examens dans les aéroports, mais c'est dans les ports. Et puis, le temps viendra également des cordons sanitaires dans les gares. Alors, ces opinions donc s'affrontent dans la presse médicale auprès des pouvoirs publics, et il n'y a pas vraiment de vainqueur, hein, même si on commence au cours de l'été 1832 à Paris à se rallier au contagionnisme, donc à l'idée qu'il faudrait prendre des mesures pour éviter la contagion par les contacts interhumains, ce qui suppose des restrictions du commerce et de la circulation. Ce fléau du choléra est un véritable choc pour les médecins et les administrations. En 1832, il provoque sans doute près de 100 000 décès en France en quelques mois, et il provoque des victimes, hein, il enlève des êtres humains parmi toutes les classes de la population. Le président du Conseil, donc le Premier ministre de l'époque, Casimir Perier, en est victime. Le général Lamarque, un héros de l'ère révolutionnaire et napoléonienne également, est emporté par le choléra. Pourtant, malgré ces victimes illustres, l'épidémie fournit des observations aux hygiénistes statisticiens. L'un des plus célèbres, c'est Louis-René Villermé, qui fait partie de la commission préfectorale instituée à Paris pour étudier la maladie. Et l'une des conclusions de cette commission, c'est que là où une population pauvre, misérable, s'est trouvée encombrée dans des logements sales, étroits, là aussi, l'épidémie a multiplié ses victimes. Autrement dit, plus on est pauvre, plus on aurait de chances de mourir de la maladie. Alors là aussi, ça n'explique pas grand-chose. Les historiens ont montré que dans le cadre de certaines épidémies, les riches ont eu les moyens de fuir parce qu'ils avaient des résidences de campagne pour aller se mettre à l'abri de la ville, tandis que les pauvres étaient bien sûr obligés de rester sur place. En tout cas, la préoccupation est générale en France pour essayer d'éviter le retour d'une telle maladie, alors sans succès puisqu'elle revient en 1849, en 1854, et puis ça continue encore jusque tard dans le XIXe siècle. Mais à Paris comme ailleurs se créent ou se développent des conseils d'hygiène. Hein. Un quadrillage du territoire est institué à travers une pyramide. Donc en 1848 est créé un comité consultatif d'hygiène publique de France qui va siéger à Paris. Et puis chaque département, chaque arrondissement, donc pour la Seine, c'est le département de la Seine, il y a bien sûr Paris, mais il y a aussi d'autres conseils d'arrondissement dans les communes qui n'ont pas encore été annexées ou qui font toujours partie du département de la Seine. Donc Paris devient le centre névralgique de la circulation de l'information sur l'hygiène publique dans tout le pays. On fait remonter toutes les études sur
la salubrité de l'habitat, sur les miasmes, etc. On en est à peu près à ce stade au milieu du XIXe siècle, lorsque, donc en 1851-1852, on bascule progressivement de la Deuxième République au Second Empire, un régime qui est connu pour avoir profondément transformé Paris, et la santé publique, l'hygiène, devient aussi donc l'affaire de non-médecins. On peut évoquer l'avocat Chadwick en Angleterre depuis les années 1830-1840, qui a beaucoup écrit sur la question de l'hygiène publique à Londres et dans d'autres villes, et Napoléon III, le futur Napoléon III, avant de revenir en France exercer le pouvoir, avait été exilé à Londres. Il avait donc bien connu ces problèmes et s'était imprégné de ces questions. Son préfet, donc le baron Haussmann, met en œuvre les désirs politiques, ils co-construisent leur politique, mais derrière ces deux hommes très connus, il faut penser aussi aux ingénieurs et à tous ceux qui sont chargés de dessiner les plans concrètement des réseaux d'égouts, des réseaux d'eau, ou de dessiner les parcs. Donc j'ai ici évoqué la figure d'Eugène Belgrand. D'autres personnes vont être également actives, comme Louis Pasteur, dès les années 1860, à propos de la vie microscopique. Pasteur, dont on évoque souvent la figure pour parler de médecine, mais Pasteur n'est pas médecin, c'est un chimiste, et il est parfois justement mal vu de la part des médecins de l'époque. Leur objectif, donc à tous, en poursuivant les théories du début du XIXe siècle, c'est de créer une ville des flux, donc de faire circuler les miasmes et tout ce qui pourrait provoquer des maladies, et les évacuer le plus loin possible, donc des centres habités. C'est une idée qui était aussi en vogue donc outre-Manche, comme je l'ai dit. Et l'un des premiers résultat, c'est l'amélioration de la consommation en eau potable de la part des Parisiens. C'est une sorte de conquête de l'eau qui a été déjà retracée il y a plus d'une trentaine d'années par l'historien Jean-Pierre Goubert. Cette conquête de l'eau, elle passe par de très nombreuses réalisations techniques pour faire venir l'eau captée dans des sources de rivières à plus de 150 km de Paris, et puis la stocker dans des gigantesques bassins, comme ceux de Montsouris au sud, pour alimenter en eau les Parisiens. Donc la Vanne, la Dhuy, l'Avre, le Loing, le Lunin, de très nombreuses rivières sont détournées au profit de Paris, non sans opposition parfois de la part des communautés de ces régions du grand bassin parisien. Des projets parfois même pharaoniques sont prévus. Dans les archives de Lyon, j'ai trouvé des projets visant à détourner l'eau du lac Léman ou du lac d'Annecy pour alimenter Paris en eau. Alors bien sûr, le conseil municipal de Lyon regardait ça en se disant on nous pique des ressources possibles pour nous. Et puis finalement, on est resté dans le bassin parisien. Voici une carte du réseau actuel que on peut retrouver sur le site internet d'eau de Paris. La plupart des sources captées à partir de l'époque du Second Empire et tout au long de la Troisième République sont toujours utilisées, ainsi que l'eau de la Marne et de la Seine qui sont épurées. On y reviendra dans quelques minutes. Donc il y a une véritable amélioration de l'accès à l'eau, mais dans des proportions qui restent modestes et avec une réelle inégalité sociale. Si le Parisien dispose en moyenne de 21 litres d'eau par jour au début des années 1880, la consommation n'est que de 15 litres dans les quartiers populaires, alors qu'elle dépasse 45 litres dans les beaux quartiers. Voici un contraste entre l'image des gamins de Paris qui doivent aller chercher l'eau à la borne fontaine du coin de la rue
et puis la salle de bain grand luxe qu'on peut acheter pour la coquette somme de plus de 2500 francs. Donc c'est largement plus qu'une année de salaire d'ouvrier à l'époque pour les très riches. Alors cet afflux progressif d'eau entraîne un nouveau problème, c'est le devenir des eaux dites usées, après être passées dans les toilettes ou les éviers des appartements. Donc l'ingénieur Belgrand va coordonner un travail de réalisation d'un réseau d'égouts à l'échelle de la capitale. Des centaines de kilomètres seront creusés finalement dans un temps relativement court par rapport aux moyens techniques de l'époque. Les grands collecteurs vont amener l'eau à l'ouest de Paris, en aval de Paris, dans la Seine, et seront assez vite l'objet de visites jusqu'à nos jours. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres villes dans le monde dont on visite les égouts, mais la visite des égouts de Paris est assez célèbre. À cette époque, Victor Hugo, qui est l'écrivain républicain le plus célèbre, qui vit en exil, qui refuse de revenir en France tant que celui qu'il appelle Napoléon le Petit est au pouvoir, Victor Hugo n'est pas du tout étranger à ces débats et résume bien l'état d'esprit des hygiénistes et de la plupart des contemporains éclairés sur cette question du réseau d'égouts. Paris jette par an 25 millions à l'eau, et ceci sans métaphore. Dans quel but? Sans aucun but. Pourquoi faire? Pour rien. Au moyen de quel organe? Au moyen de son intestin. Quel est son intestin? C'est son égout. C'est une des nombreuses citations que l'on peut trouver dans le chapitre L'intestin de Léviathan des Misérables, où Victor Hugo rappelle que les égouts, les eaux d'égout renferment de façon très concrète des excréments humains qui peuvent servir à fertiliser le sol. Et la ville, en tant que sorte d'organisme qui parasite la campagne, qui prend à la fois des bras humains et puis qui se nourrit de production de la campagne, devrait rendre une partie de ce qu'elle prend à la campagne sous la forme de ces excréments humains, ce qu'on appelle l'engrais humain à l'époque. Un peu plus loin dans le passage, Hugo affirme « Les Chinois, disons-le à notre honte, le savaient avant nous ». Finalement, cette question, elle est l'objet de nombreux débats d'ingénieurs et de médecins, parce que envoyer toutes les eaux d'égout dans la Seine, c'est polluer la Seine. Le terme pollution apparaît vers les années 1860-70, justement à propos de la Seine en France. Les petites villes qui sont situées en aval de Paris sont, elles aussi, en pleine croissance et donc refusent de voir leur eau rendue inutilisable à cause de ces égouts parisiens. Alors, l'un des moyens donc, pour essayer de rendre à la campagne ce que la ville lui a pris est trouvé en Angleterre, où Londres se pose les mêmes problèmes. C'est ce qu'on va appeler les fermes d'épandage des eaux d'égout, le sewage farming, disent les Anglais. Cette agriculture irriguée par les eaux d'égout qui utilise le pouvoir filtrant des terrains sablonneux qui vont finalement permettre de retenir les bactéries dans une couche du sol et puis de faire pousser des légumes ou des herbes. On peut évoquer à ce sujet la figure d'Auguste Mille, M-I-2-L-E, qui est un ingénieur envoyé en mission en Angleterre par Haussmann dès 1854 pour y étudier le mode d'assainissement des villes. Il va ensuite faire d'autres missions et inaugurer un service d'études et de travaux des eaux d'égout et d'assainissement de la Seine en 1867. Durant plusieurs décennies, il y a des sortes de chassés-croisés de spécialistes entre Londres, Paris, Berlin, pour suivre cette croissance des fermes d'épandage, parce que les premières
expériences sont très vite insuffisantes. Il faut sans cesse trouver de nouveaux terrains. Donc à Paris, on va aller à Gennevilliers, à Achères, à Colombes, à Pierrelaye, de plus en plus en aval le long de la Seine. Et ces questions vont être longtemps controversées pour savoir si c'est dangereux ou pas de cultiver avec des eaux d'égout. La dernière grande problématique qui apparaît au milieu du XIXe siècle, c'est la question du logement populaire. On sait bien que l'haussmannisation a détruit des rues qui étaient plutôt des rues où vivait la classe ouvrière, où l'on trouvait des garnis, des meublés dans lesquels les ouvriers célibataires migrants, les fameux maçons creusois par exemple, se logeaient. Et ces garnis, ces meublés étaient accusés de favoriser les maladies, mais également les mauvaises théories sociales comme le socialisme, les idées révolutionnaires. Alors au milieu du XIXe siècle, en 1850, est prise une loi sous la Deuxième République pour lutter contre les logements insalubres. Cette loi, elle émane de réformateurs liés au catholicisme social, dans un climat plutôt paternaliste. Les émeutes ouvrières de juin 1948, qui ont fait plusieurs milliers de morts à Paris, sont encore dans la mémoire de tout le monde, et il faut éviter que ça recommence, tout en essayant de promettre l'amélioration des conditions de vie aux ouvriers. Cette loi, elle permet de créer des commissions des logements insalubres. Mais dans la plupart des villes de France, les conseils municipaux sont élus par des propriétaires fonciers qui payent des impôts et qui n'ont pas envie de voir des personnes entrer dans les logements qu'ils louent pour les obliger à faire des améliorations des travaux. Donc la plupart des commissions de logements insalubres ont été créées en 1851 et puis se sont arrêtées de fonctionner au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Or, à Paris, le Second Empire supprime la fonction de maire. Et donc, il n'y a plus d'élection du conseil municipal ou du maire. Ensuite, il y aura de nouveau l'élection du conseil municipal, mais il n'y aura toujours pas de maire jusqu'en 1977. Et le préfet de la Seine peut facilement faire appliquer la loi. Donc Paris, ici, est un des rares endroits en France où l'on dispose de nombreuses expertises sur les logements insalubres, où les plaintes des locataires sont également prises au sérieux, très rapidement. En outre, la situation justifie ceci. Paris est une ville de petits logements. En 1891, plus d'un tiers des 880 000 logements de la ville n'ont qu'une seule pièce, et un peu plus d'un quart n'en ont que deux. Près de 80% des logements n'ont que 3 pièces maximum. Or, les ménages avec 2, 3, 4 enfants sont quand même nombreux. Et des statisticiens, le plus célèbre de l'époque, c'est Jacques Bertillon, dénoncent ce qu'ils appellent le surpeuplement, qui touche donc la majorité des Parisiens. On fait dormir les enfants dans ce qu'on appelle les lits cages, qui sont déployés le soir. On s'entasse dans la même pièce, dans la pièce où l'on fait la cuisine. Tout cela est une cause de viciation de l'air. La promiscuité favorise la contagion. À partir de la fin des années 1870, on parle des microbes qui ont enfin matérialisé les causes de maladies, remplaçant les miasmes. Et finalement, cette question de l'insalubrité apparaît comme un défi que l'haussmannisation, en ouvrant des grandes avenues ou en créant des parcs et des bois, n'a pas pu résoudre dans la vie quotidienne des Parisiens. Alors à la fin du XIXe siècle, un hygiéniste, Paul Juillerat, se fait connaître en associant la tuberculose et les logements. Le fléau qui remplace le choléra, c'est la tuberculose, maladie respiratoire, donc liée au bacille de Koch, qui est extrêmement contagieux et qui se retrouve dans les crachats, les postillons et
et donc facilement transmissible par les contacts interhumains. Paul Juillerat va mettre en place un casier sanitaire des habitations de Paris. On va classer dans des chemises pour chaque immeuble les décès tuberculeux signalés par la statistique municipale. Lorsque le nombre de décès dépasse le niveau moyen de Paris, l'immeuble signalé fait l'objet d'une enquête sanitaire. C'est donc le principe d'un énorme fichier de tous les immeubles associant des caractéristiques sanitaires, le nombre de maladies déclarées, alors, sachant qu'il y a des cas qui ne sont pas déclarés par les médecins, et les caractéristiques matérielles, le nombre de personnes par pièce, la présence ou pas d'eau potable à domicile, le nombre de fenêtres, etc., qui sont donc l'objet d'une enquête. Des casiers sanitaires vont ensuite être mis en place dans certaines villes de province. En 1902, une première grande loi sur la santé publique va intégrer les dispositions de 1850 sur les logements insalubres, va les développer pour passer à un stade d'intégration plus efficace et prescrire à toutes les villes des règlements sanitaires, donc, afin que la salubrité des habitations soit prévue dès l'origine et que l'on ne construise pas des habitations avec des logements sans assez de fenêtres, où il n'y ait pas assez d'ensoleillement et d'autres dispositions comme cela. Donc le règlement sanitaire de la ville de Paris est promulgué en 1904. C'est le début de l'époque des permis de construire. Donc c'est une loi de santé publique qui crée cette idée de permis de construire systématique dans toutes les villes et communes de France. Alors, dans le cadre de ce casier sanitaire, donc, près de 5000 pièces sont déclarées interdites à l'habitation à la veille de la Première Guerre mondiale. Et en 1906, 6 îlots insalubres sont identifiés, reconnus officiellement par le conseil municipal. Ils représentent 1500 immeubles, près de 60 000 habitants. Et la carte que vous voyez ici, c'est une version donc augmentée qui identifie 17 îlots en 1921. Donc, l'histoire de ces îlots insalubres va ensuite être riche en rebondissements et se poursuivre bien après 1919 et 1945. Alors venons-en maintenant à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, donc dans cette Troisième République qui poursuit les travaux du Second Empire, qui sait désormais identifier les causes des maladies. Le choléra ou la fièvre typhoïde sont transmis par des germes dans les aliments ou dans l'eau. La tuberculose, donc, par les crachats dans l'air, mais également parfois dans les aliments. Et les hygiénistes, les ingénieurs s'assemblent dans des associations, des sociétés, pour essayer de faire accélérer la mise en place de mesures concrètes pour éviter ces maladies. Vous voyez ici des statistiques qui montrent le déclin de la fièvre typhoïde en France, mais au niveau européen, il n'y a pas de quoi pavoiser, selon eux. En 1890, Paris conserve un taux de mortalité par fièvre typhoïde 5 fois supérieur à celui de Londres. Et le taux de la mortalité à Paris est largement supérieur à celui des grandes villes européennes. Londres, Édimbourg, Bruxelles, Berlin, Vienne, etc. ont des mortalités bien inférieures. Donc, ces hygiénistes statisticiens ont un motif de fierté nationale avec la figure de Pasteur, mais n'ont pas de quoi pavoiser avec les statistiques sanitaires françaises. Et des crises reviennent aussi pour sonner l'alarme. La dernière grande épidémie de choléra a touché la France en 1892, n'épargne pas la banlieue ouest de Paris. La presqu'île de Gennevilliers s'alimentait encore en eau de Seine sans filtration. Donc elle est située en aval de Paris, donc vous pouvez évidemment imaginer qu'il était facile
de boire de l'eau polluée, contaminée. Donc le bilan humain sera moins dramatique qu'à Hambourg, où donc il y a eu des milliers de morts, mais ça montre bien que les problèmes sanitaires sont encore courants en France. Pour résoudre cela, naît alors un champ d'action technique, donc le génie sanitaire ou l'ingénierie sanitaire, qui associe, non sans quelques rivalités, les ingénieurs, les architectes et les médecins. Les ingénieurs et architectes prétendant être les hommes de la solution pratique et les médecins étant plutôt ceux qui prescrivent un idéal sanitaire. Et les ingénieurs et architectes disent que les médecins voient toujours des normes impossibles à réaliser alors que leurs dispositifs suffisent. Donc il y a une exposition d'hygiène urbaine qui est organisée au printemps 1886 dans la caserne de la rue Lobau, non loin de l'hôtel de ville. La municipalité de Paris prête ses locaux à donc, une des associations que j'évoquais tout à l'heure, la Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle, créée à la fin des années 1870. Alors cette société essaye de faire de Paris une nouvelle capitale donc, du génie sanitaire. Il y avait eu une grande exposition à Londres en 1884 et messieurs les Anglais étaient les maîtres de l'hygiène, incontestés. Les water closets équipaient déjà beaucoup de maisons britanniques. Les fermes d'épandage des eaux d'égout fonctionnaient bien, etc. Alors pour faire mieux que les Anglais, l'une de leurs volontés, c'est d'essayer de toucher un maximum de population. Ainsi, un article de mai 1886 s'enorgueillit de la fréquentation de cette exposition qui aurait été vue par au moins 25 000 visiteurs. Donc, rapporté à la population de Paris, c'est quand même assez important. Bien sûr, les étudiants en médecine, les étudiants en architecture sont un public captif qui est obligé d'aller voir ce type d'exposition. En 1895, au Champ de Mars, près de la Tour Eiffel, en 1900, lors de la grande exposition universelle, des grandes sections sont également consacrées à différents systèmes, des systèmes d'épuration des eaux, vous allez en voir quelques exemples tout à l'heure, ou des systèmes de chauffage, de ventilation des locaux habités, des systèmes de traitement des ordures ménagères, et j'en passe. Alors, tout commence une fois que qu'on a inventé un système. La question, c'est comment passe-t-on à l'application pratique. Alors, se pose donc la question de mettre en place un assainissement de la ville entre prescription, finalement. Vous devez assainir votre logement, vous devez avoir de l'eau potable, etc. Et puis, expérimentation de systèmes techniques qui, comme toute nouveauté, parfois dysfonctionnent un peu. Vous voyez ici un exemple d'innovation technique, c'est ce qu'on appelait des tombereaux hygiéniques, pour ramasser les déchets en les mettant dans des poubelles qui s'adaptaient au toit des tombereaux de manière à ne pas faire tomber de déchets dans la rue. Les Suisses étaient les maîtres de l'hygiène en la matière. Mais nous, à Paris, nous avions le préfet poubelle. Alors le préfet poubelle reste longtemps à la tête de l'administration du département de la Seine, de 1883 à 1896, et il incarne l'hygiénisme qui n'hésite pas à prendre des prescriptions et à passer outre l'hostilité des propriétaires immobiliers et de ceux qui rechignent à la dépense. Alors, il interdit le chiffonnage sur la voie publique, en théorie, mais il va faire une vraie guerre aux chiffonniers en obligeant les Parisiens ou les concierges à déposer les ordures ménagères dans des récipients. C'est une mesure qui existait déjà dans certaines localités, comme Lyon, par exemple, mais aussi à l'étranger. Il avait confié une enquête sur
le sujet à un médecin parisien, Octave Duménil, qui a fait cette enquête pour justifier l'imposition de cette poubelle. Alors la poubelle, telle qu'on l'a vite appelée, vous voyez cet article de 1886, le nom est très vite passé dans le langage courant. C'est pas du tout la poubelle de notre époque. Cette boîte à ordures n'est pas fermée. Donc les règlements de police imposent de sortir la poubelle entre 5h et 5h30 du matin, par exemple, au moment du passage du tombereau à ordures, pour éviter que les chiffonniers ou les chiens viennent viennent fouiller dans la boîte et puis en répandre partout sur la chaussée. D'autre part, la croissance de la population. On était plutôt du côté de 1 million d'habitants à Paris dans les années 1810-1820, 1,5 million au milieu du 19e siècle, et puis 3 millions à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Donc il y a une très forte croissance du volume des ordures ménagères à évacuer. Donc c'est aussi un vrai défi pour l'époque. La multiplication des tournées de tombereaux d'enlèvement fait qu'on ne sait plus trop quoi faire de cette montagne de déchets. Vous verrez dans 5 minutes ce qu'il en a été. Ce préfet poubelle continue donc son travail avec la lutte pour le tout à l'égout. Alors, on pourrait passer presque des années à éplucher toute la littérature qui a été produite à Paris pour ou contre le tout à l'égout durant toute la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce que le préfet poubelle et ses conseillers techniques décident, c'est d'imposer le raccordement des immeubles à l'égout et donc de mettre fin au système de la fosse d'aisance fixe, cette fosse d'aisance qui était située sous les toilettes, qu'il fallait faire vider, bien sûr, aux frais du propriétaire, et le propriétaire ne voulant pas forcément beaucoup dépenser pour cette affaire, les fosses d'aisance débordaient, donc provoquant des odeurs infectes dans les appartements, où elles étaient percées, provoquant des infiltrations dans le sol, dans les canalisations potentielles qui se trouvaient dessous. Donc on veut chasser ces fosses d'aisance pour imposer un raccordement aux égouts, mais il va bien falloir traiter les eaux d'égout, notamment par ces champs d'épandage de plus en plus loin, de plus en plus grands, et donc imposer une taxe de raccordement à l'égout. Donc, grosse bataille judiciaire en perspective qui est lancée par la Chambre syndicale des propriétaires de Paris, qui aura d'ailleurs raison d'abord des règlements de poubelle. En 1896, le Conseil d'État casse un arrêté préfectoral. Mais le nombre de fosses d'aisance va diminuer très progressivement, 64 000 dans Paris en 1884 et encore 25 000 à la veille de la Première Guerre mondiale. Sur les 71 000 immeubles de Paris à l'époque, 24 000 ne sont pas encore raccordés à l'égout 20 ans après la loi. Donc il faut toujours un très long temps d'application. Ceci, c'est pour les prescriptions et les principes. Vous voyez que du principe à la réalisation, parfois, il y a un temps assez long pour ne plus voir le tout à les rivières ou les ordures chiffonnées dans les rues. Alors, les solutions techniques sont proposées par des inventeurs, des médecins ou des ingénieurs, et les services techniques de la capitale voyagent très souvent outre-Manche, mais aussi jusqu'à outre-Atlantique, pour les voir en fonctionnement. En ce qui concerne la question des ordures ménagères, c'est l'incinération des déchets, parce qu'on ne sait plus trop quoi en faire. Les agriculteurs ne veulent plus vraiment des déchets organiques pour fertiliser leurs champs parce qu'ils ont des engrais chimiques qui sont quand même plus performants. Et il y a donc une phase au tournant du 19e et du 20e siècle pendant laquelle Paris va progressivement
se convertir à ces procédés d'incinération des ordures après avoir été longtemps prudent, fait des expériences qui se renouvelaient, qui n'étaient pas jugées satisfaisantes, mais qui vont aboutir à une sorte de ceinture d'usine que vous verrez ensuite. Deuxième élément, c'est la question de l'eau potable. L'eau potable, on l'a vu avec le choléra dans la presqu'île de Gennevilliers en 1892. Quand on prend l'eau dans une rivière, comme la Seine ou la Marne, il vaut mieux filtrer l'eau avant de la livrer à la consommation. Donc les usines filtrantes de Ivry et de Saint-Maur, au sud-est de Paris, sont de véritables terrains d'expérimentation de tous les dispositifs techniques très complexes, la stérilisation des eaux par l'ozone, par le chlore, par les rayons ultraviolets, par différentes techniques, et tous les ingénieurs inventeurs démarchent le préfet de la Seine ou les services techniques pour essayer, bien sûr, de tester leur procédé, parce que le procédé qui aurait été choisi par la ville de Paris allait avoir ensuite une renommée nationale et internationale, gage de succès commercial. Voici un exemple, c'est donc l'ozonisation des eaux qui visait donc à travers à provoquer de l'ozone grâce à des courants électriques, et donc l'ozone peut être dangereux pour la santé, mais peut aussi épurer, avoir une action bactéricide, épurer les eaux. Et ce sont ici des résultats d'expériences qui étaient faits dans cette fameuse usine de Saint-Maur. Donc, en ce qui concerne ce que les ingénieurs appelaient à l'époque les gadous, les ordures ménagères, plusieurs usines entrent en fonctionnement dans les premières années du XXe siècle, à partir de 1906, Saint-Ouen, Romainville, Ivry en particulier, ici les Moulineaux, quelques sites qui sont restés jusqu'à notre époque, d'ailleurs, des sites de traitement des ordures. Dernier élément, pour m'acheminer progressivement vers la conclusion, donc c'est ce que j'annonçais au début. Paris a-t-elle été un modèle, une exception? A-t-elle éclairé les choix d'autres villes? Alors, mes travaux ont permis de nuancer un schéma vertical, implicite. Je cite ici un historien célèbre, Emmanuel Leroy-Ladurie, avait préfacé l'ouvrage de Jean-Pierre Goubert sur la conquête de l'eau il y a 30 ans, en écrivant « L'esprit d'imitation, Paris comme Londres, Moulins comme Paris, Nevers comme Moulins et Clamecy comme Nevers entraînent des accomplissements fort positifs. » Alors certes, la plupart des villes, Lyon, Saint-Étienne, Limoges par exemple, on cherche à savoir ce que fait la capitale sur tel ou tel sujet d'urbanisme et d'hygiène avant d'envisager de se renseigner ailleurs. Et certes également, Paris constitue un vivier exceptionnel de compétences et de savoir. Les universitaires, ingénieurs ou médecins, les fonctionnaires des ponts et chaussées détachés auprès des services de la préfecture de la Seine, etc. Ce qui fait que l'on se rend beaucoup à Paris. Ici, c'est un graphique fait à partir d'un logiciel spécialisé qui montre que la plupart des villes françaises se rendaient à Paris, voilà, ici Paris, pour étudier donc, les innovations de techniques sanitaires qui étaient mises en œuvre, et que Paris, de son côté, les ingénieurs de Paris, vous voyez, allaient du côté des villes rouges, Francfort, Berlin, Munich, Hambourg, Bruxelles, pour se renseigner. Mais dans ces destinations, dans ces échanges de circulation, tout n'est pas non plus donc à sens unique, et Paris n'est pas toujours le modèle. C'est un grand débat des contemporains. Ce que l'on voit d'applicable à Paris ne l'est pas toujours en province, dit un de ces acteurs des entreprises de génie sanitaire. Voici un exemple, donc j'emprunte à Edmond Bonjean, un hygiéniste du laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, plutôt favorable au procédé de stérilisation d'eau, mais qui remarque que lorsque, en 1911, Paris doit mettre en place ce qu'on appelle la javélisation des eaux, c'est-à-dire mettre du chlore pour épurer l'eau de la Marne et l'eau de la Seine, et donner donc à boire une eau avec un fort goût de chlore. Les taux de l'époque
ne sont certainement pas les taux d'aujourd'hui pour traiter l'eau. Eh bien, ce procédé, parce qu'il ne faut pas non plus mettre trop de chlore, sinon ça serait toxique, ces procédés donc doivent être regardés avec circonspection. Je cite Edmond Bonjean: l'expérience de Paris, exécutée, conduite et surveillée avec une organisation scientifique remarquable, tend aujourd'hui à être appliquée à tort et à travers dans certaines villes et communes alimentées à l'aide de mauvaises eaux. Et donc, selon lui, il faut enrayer l'application d'un tel procédé qui peut paraître assez facile, mettre juste du chlore dans l'eau, mais qui peut être dangereux si l'on ne dispose pas d'un personnel qui va surveiller jour et nuit les taux de chlore dans l'eau. Donc le statut de ville référence que Paris tient dans ce milieu n'implique pas l'imitation pure et simple de ce qui s'y pratique. Et Paris est tellement l'objet de toutes les attentions qu'elle est aussi souvent critiquée. Les hygiénistes de province, notamment, dénoncent dès 1906 sa lenteur à adopter des procédés déjà en service dans d'autres localités de l'Hexagone. L'hygiéniste lyonnais Jules Courmont fait même de Paris un mauvais exemple parce que Paris finalement n'arrive pas à se décider pour un bon procédé d'eau potable et à dépenser des sommes colossales qui ne font pas d'elle donc un modèle d'efficacité en la matière. 25 ans plus tard, le préfet de la Seine lui-même explique d'ailleurs que Paris ne peut adopter en premier des innovations. Le service des eaux de Paris, je cite, doit chaque jour fournir à près de 3 millions de consommateurs près d'1,5 million de mètres cubes d'eau. C'est une organisation trop vaste, trop complexe pour que l'on puisse y appliquer du jour au lendemain des méthodes entièrement nouvelles. Et donc il essaye de justifier le fait qu'une telle technique a été inaugurée à Paris beaucoup plus tard que dans d'autres villes de province. Alors concluons. Et après, rien n'est vraiment fini en 1914. Paris est loin de connaître toutes les caractéristiques de l'hygiène publique. Exemple, les fameuses poubelles, elles laissent encore à désirer parce qu'elles n'ont pas de couvercle. Et l'arrêté qui imposera les couvercles aux poubelles ne viendra qu'en 1925, alors que dans beaucoup de villes du centre-est de la France, on avait trouvé le système de poubelles fermées, standardisées, dès les années 1910. Ce qu'on peut retenir aussi de cette période, c'est la technicité des innovations. C'est une grande prise de risque et étant donné le nombre d'habitants, le coût financier des services techniques parisiens, la prise de risque ne vaut pas parfois les dépenses. Un exemple sur lequel je commence le livre que j'ai écrit il y a quelques années, c'est cette histoire de stérilisation des eaux par l'ozone. Elle a été appliquée en France au début dans une toute petite ville de la Nièvre, Cosne-sur-Loire, et entre 1905 et 1914, chaque année, les conseillers municipaux de Paris et les ingénieurs se renseignaient, faisaient des voyages à Cosne-sur-Loire pour voir le système de fonctionnement et vérifier une usine en fonctionnement parce qu'ils se méfiaient aussi des dispositifs expérimentés par les innovateurs, inventeurs des entreprises privées à Saint-Maur, par exemple. Paris, donc, je l'ai dit, est une vraie capitale d'expertise, de savoir, donc c'est aussi quand même un atout. Et très vite, dans les entre-deux-guerres, de nouveaux problèmes apparaissent, notamment celui de la pollution de l'air. À mesure que les problèmes d'ordures et d'eau sont réglés, c'est la question des fumées industrielles en particulier, qui est posée sur la scène publique et médiatique. Je finirai en rappelant que d'importantes inégalités sanitaires surgissent finalement à mesure que l'on équipe la capitale du confort moderne, par exemple les fameuses salles de bain avec eau chaude. En 1954, simplement, la moitié des immeubles parisiens ont des WC intérieurs. Donc il y a encore une forte inégalité. Et la précarité sanitaire qui existait dans les îlots insalubres du centre ancien touche aussi la périphérie, les bidonvilles, ce qu'on appelait les lotissements défectueux,
où des classes moyennes étaient allées s'installer. Donc Paris, ville lumière, avait aussi ces zones d'ombre en matière sanitaire. Et je vous laisserai avec ces représentations éloquentes de problèmes qui donc, se posaient, comme la question des ordures, voilà, qu'on essayait. On n'hésitait pas à représenter en fonction des monuments parisiens. Alors je vous rassure, l'image de droite, ce n'est pas le volume des ordures ménagères de Paris, mais celle de l'Angleterre. C'est un ingénieur britannique, mais qui voulait montrer qu'avec les ordures britanniques, on aurait largement submergé la tour Eiffel en quelques jours. Voilà, je vous remercie de votre attention.